Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous voulez éviter le spoil d'un titre en particulier ou juste avoir mon avis sur un titre en particulier, je vous renvoie au chapitrage ici dans la barre YouTube. Pareil, il y a aussi le chapitrage dans la description. Dans la description, vous trouverez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram, Discord. Et voilà, tant que j'y suis, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo et à la chaîne d'être plus visible sur YouTube. Voilà, maintenant que c'est dit, on commence maintenant. Et comme depuis 3 semaines, on commence par un des mangas du coffret Bizarre Aventure de Hirohiko Araki. Cette fois, c'est le 4e et dernier tome, donc on va finir cette petite aventure des petites histoires de Hirohiko Araki avec Under Execution, Under Jailbreak. Désolé pour mon accent anglais qui est pas terrible. Donc là, c'est un recueil d'histoires courtes que l'auteur a écrit durant le courant des années 90. Donc on est sur un Hirohiko Araki qui a pris 15 ans d'âge entre Bao et ça. Surtout si on suit les 4 consécutivement. C'est vrai que là, ça fait d'un coup, on a un gros choc visuel parce que on est passé de avant Phantom Blood à fin partie 4, début partie 5, peut-être même le début de la partie 6. Enfin, en tout cas, on est voilà, dans ces... Pour moi, on est dans la partie 5, parce que visuellement, ça se rapproche beaucoup plus de la partie 5. En plus, bon, il y a Rohan, donc forcément, on est après la partie 4. Donc, ce bouquin est composé de 4 histoires. Donc, la première, c'est Under Execution, Under Jailbreak, qui est une histoire sympathique où, en fait, un mec est condamné à mort, enfin, il va en prison, il découvre un truc bizarre dans sa cellule, et j'en dis pas plus, et je trouve que l'histoire est vraiment super cool. Ça me rappelle un personnage dans la partie 6, mais ou peut-être que je dis des conneries, mais en tout cas, cette histoire de... alors, de toute façon, le côté baraque piège, ça me rappelle le tout début de la partie 8, avec la maison qui est piégée, il y a un mec au-dessus, ou si t'es en dessous de lui, il te dézingue, je trouve ça génial. La deuxième histoire, c'est sur un chat sur un bateau, qui me rappelle un petit peu le passage sur sur le bateau de la partie 5, vous savez, où ils sont tous en train de danser, etc., juste pour le bateau, qui est sympathique. Ensuite, on a une histoire sur Rohan Kishibe. Alors je sais pas si elle a été adaptée en animé, parce que cette histoire de popcorn et de mec qui doit lancer du popcorn et se le faire et le bouffer, et des pigeons qui essaient de lui prendre, ça me rappelle un truc, je crois de l'avoir déjà lu. Alors est-ce que c'était dans les histoires courtes de Rohan Kishibe, ou est-ce que c'était dans l'animé sur Netflix? Je ne saurais pas dire. Et ensuite on a la 4e histoire, alors je n'ai plus le titre en tête, excusez-moi, je vais regarder, c'est Deadman Question. Et alors en fait c'est l'histoire d'un fantôme qui suit des femmes dans le métro et qui va les protéger, etc., contre d'autres menaces. Et la spécificité de ce one-shot, c'est que le fantôme, c'est celui de Yoshikage Kira, le méchant de la partie 4 de Jojo Bizarre Adventure. Alors je connaissais de nom ce one-shot, cette petite histoire sur Kira, je l'avais jamais lu encore. Je sais qu'en plus c'était un costume à débloquer dans un des 2 jeux sur Jojo sur PS3 ou PS4, où il a ce chapeau melon, etc. Et c'est vraiment cool de le découvrir. Alors maintenant, j'ai lu tout ça, et vraiment, je pense, la meilleure... Enfin, peut-être le tome le plus intéressant, enfin, le meilleur des tomes, en tout cas, parce que forcément, l'auteur est beaucoup plus expérimenté, en termes de dessin, il s'est amélioré. J'ai comme encore une préférence sur Bao, pour l'histoire, qui est quand même plus conséquente, c'est une histoire complète sur 400 pages, qui est vraiment cool. En plus, c'est un peu l'avant Jojo, mais celui-là est juste derrière. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, les deux sont bien, mais pour des raisons différentes. Là, c'est comme c'est un recueil d'histoires courtes. Les histoires courtes sont intéressantes, mais ça reste que des petites histoires qui font une 50aine de pages. Mais elles sont bien. Et en fait, maintenant, ce que je voulais dire, c'est maintenant qu'on a toute l'œuvre de Hirohiko Araki, qui est quasiment disponible en France, hein, on a toutes ces histoires de jeunesse, on a tout son manga Jojo Bizarre Adventure, on a même Bao, qui est une œuvre qu'on pensait jamais avoir. Est-ce qu'on va avoir les light novels autour de différentes parties, notamment celle sur la partie 5, où en fait c'est l'immédiat après la partie 5, où il y a le retour de Pulper Hayes, Fugo, s'appelle Purple Ace Feedback, donc c'est le retour de Fugo qui revient dans la famille après les événements de la partie 5. J'aimerais tellement que ça arrive, c'est le light novel que j'ai envie de lire, parce que je suis curieux en fait. Et j'espère aussi qu'on aura tous les petits trucs qui arrivent en ce moment. On a différents auteurs qui travaillent sur des petites histoires autour de l'univers de Jojo, notamment il y a l'histoire où t'as All Horse qui fait équipe avec je sais plus qui, je crois que c'est avec Maria, et ils partent au Japon, etc. Ils rencontrent Josuke. Non, c'est All Horse et Josuke qui font alliance et qui vont affronter des mecs au Japon, donc ça mélange la partie 3 la partie 4, ça a l'air génial. J'espère qu'on aura ça en France. Ensuite, on reste avec Delcourt Tonkam, avec le 6e tome de Beck. Alors, des gens me disaient, c'est normal que ton tome 5 il soit bleu et pas vert, etc. Bah en fait, je crois que Delcourt c'est un peu foiré sur les couvertures, parce que sur les sites, le tome 6 il est bleu, et moi je l'ai en vert, et inversement,
mon tome 5 devait être vert et il est bleu. Donc je pense qu'ils se sont foirés sur les couleurs entre ce qu'ils ont envoyé pour le prototype et ce qu'ils ont finalement fabriqué. Donc rassurez-vous, si vous avez un tome vert, c'est pas un tome collector, c'est un tome classique. Et des gens qui pourraient le vendre comme un tome collector. Hein. Donc faites attention, c'est juste un tome classique. Donc là, on est juste après le méga concert, événement, festival qui a fait que le groupe Beck ou les Mongolian Shop Squad sont devenus un peu plus célèbres. Et donc là, on propose à notre héros, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Yukio, de faire une petite carrière aux États-Unis. Il hésite un petit peu, j'ai trop aimé les passages où il est avec Mao, où elle vient en cheerleader. Alors, c'est limite, j'aime bien, c'est quand elle arrive en cheerleader et que lui, il est... genre d'un coup, il a une montée de sang, limite, limite, il a pas un petit peu le sang qui coule du nez, et qu'il va aux toilettes, et je me suis dit, est-ce que j'ai les prix mal placés, ou est-ce qu'il a pas que fait pisser? Il a pas que pissé, c'est très drôle, et j'ai bien aimé le passage où bah, il la prend sur son bras, et qu'il s'embrasse, et qu'il y a le père qui arrive, c'est vraiment très très cool, cette petite relation, même si, alors, ça a l'air de se recasser à la fin, quand il a essayé de lui apprendre l'anglais, qu'il a critique son japonais. J'espère qu'ils vont pas repartir à zéro juste pour ça, ça serait quand même complètement con. Mais voilà, donc là on a le groupe Beck qui s'était dissolu, qui va se reformer dans ce tome-là. Et toujours aussi bien Beck, c'est vraiment une petite pépite. Je suis bien content que Delcourt réédite le manga dans ce format double. C'est pas un format de luxe, c'est un format double. On va appeler ça comme ça, perfect. Quand même pas, mais double, oui. Maintenant, on parle de manga de Kiyun, et tout d'abord, le deuxième tome de Ranking of King. C'est toujours aussi bien. En termes de dessin, ça s'est un peu amélioré par rapport au tome 1. Donc là, il se passe quand même pas mal de choses. Alors en plus, j'ai plus ou moins des souvenirs de l'animé, qui est sorti il y a quand même juste un an. Notamment l'histoire avec Bébin, donc le maître des épées, et Domas, le maître de la lance, maître des serpents plutôt, Bébin. Et en fait, je me souviens que leurs origin stories sont un peu plus loin dans la série, ou montré un peu plus tard. Là, c'est bien, c'est qu'on te le montre juste après, où on explique que Domas était peureux, etc. Ça, c'est une chose que je n'avais pas trop souvenir quand on nous a dit qu'il était peureux. On nous a juste dit que c'était pas un grand guerrier au début, et quand il a rencontré Mirando, là, le miroir, il s'est amélioré, etc. C'est vraiment cool, on a ça y est, le début de la pérégrination de Bojji qui part à l'aventure, etc. C'est sympathique, mais c'est vrai que bon, là, j'ai moins cet aspect découverte du fait que je connaisse déjà toute l'histoire. Là, je redécouvre juste l'histoire avec le dessin de l'auteur, toujours aussi particulier. J'ai adoré le combat entre Bébin, je crois que c'est ça, c'est le maître au serpent. C'est Apéas, j'ai dit grosse connerie. Apéas et Bébin qui s'affrontent, qui était vraiment très très cool, qui était déjà cool dans l'animé, mais je trouve que dans le manga, il est tout aussi cool, parce que vraiment, tu vois ce côté... Enfin, comment l'auteur l'a imaginé, et après, comme j'ai vu l'animé, je dis ok, ils ont repris ça pour faire ce combat, c'est vraiment très très cool. Et en plus, à la fin, il y a un petit bonus où l'auteur t'explique qu'il y a 20 ans, il avait déjà plus ou moins imaginé l'histoire de Bojji et de Ombre, mais en mode dessin pour enfants, et il n'avait pas encore tout ce travail numérique, etc. 20 ans plus tard, il dessinait à la plume, etc. C'est vraiment cool, voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire parce que je connais la suite, je apprécie juste de redécouvrir l'histoire, mais voilà, j'ai aucune découverte, mis à part le sens de quand est-ce qu'on raconte certaines choses, voilà, j'ai aucune nouveauté, aucun truc à dire, j'ai rien de croquant, on va dire, pour moi en tant que lecteur qui a vu tout l'animé. Ensuite, Jujutsu Kaisen, le tome 15, on est toujours dans l'arc de Shibuya. Et putain, ce tome-là, il est pas cool. Ah, vraiment, là, on commence avec un petit flashback sur un personnage. Je tairai le nom pour ceux qui veulent le garder encore la surprise, même si je vais le dire dans 30 secondes. Et j'avoue que tu finis son flashback, et juste après, t'as un chapitre, et bam, elle se prend un truc dans la gueule, et elle a le visage à moitié explosé. C'est violent. Genre, j'ai lu des mangas qui sont beaucoup plus violents que ça, mais en fait, c'est le côté voir un des personnages principaux de l'œuvre. Hein. Pour moi, c'est voilà, c'est un des... Bon, je le dis, hein, c'est comment elle s'appelle, j'ai plus son nom, c'est la fille du groupe, c'est la Sakura non, Nobara, qui se prend un putain d'impact dans la gueule. C'est comme si, on va dire, à l'arc où il y a... Là, on va dire qu'on est au tome 15, donc si je fais la comparaison avec un des mangas où les gens ont comparé, c'est Naruto, pour le côté équipe 7, j'allais dire Monster Trio, c'est pas le cas, c'est comme si pendant l'arc où Orochimaru l'attaque Konoha, Sakura se fait couper en deux, quoi. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. C'est violent, quoi. Je m'attendais pas à voir ça pour un des personnages principaux de l'œuvre. Et alors, en plus, derrière, t'as eu Nanami qui s'est fait tuer. On les enchaîne, quoi. Ça fait mal au cul, quoi. Je sais pas ce qu'avait l'auteur, là. Il a été peut-être dans une phase un petit peu dépressive. Il a perdu sa copine, je sais pas. Mais il est pas cool, quoi, avec les personnages. Putain, la case où t'as Yuji Itadori qui est en mode... Attends,
Tu sais, genre, il déconnecte en fait, il se dit, mais attends, elle est morte ou elle est encore en vie là? Parce que je sais pas. Et on lui dit, ouais, elle a plus de pouls. Tu fais, oh putain, elle est morte, ouais. Alors après, on dit, non, elle est peut-être encore un peu en vie, mais je sais pas comment elle va quoi ressembler après, parce qu'elle s'est pris la moitié du cerveau qui a dégommé, elle va finir dans une chaise roulante en mode légumes, quoi. Vraiment, Shibuya, impressionnant. J'ai qu'une hâte, c'est que l'arc se termine pour tout me relire parce que il s'est passé tellement de dingueries depuis le début de cet arc que faut que je me remette toutes les idées en pleine tête parce que il s'est passé trop de choses en fait. Je sais plus tout ce qui s'est passé. Il y a tellement de dingueries en un énorme arc quand même. Hein. Je pense que la saison 2 va tout couvrir et ça va être déjà pas suffisant, je pense, pour tout couvrir. Valkyrie Apocalypse tome 12, donc on est toujours dans le combat entre Zerofuku et Bouddha, qui avait commencé dans le tome précédent. Donc dans le tome précédent, on a vu le flashback sur Zerofuku et comment il s'en est amené à devenir un dieu gentil, à devenir un dieu un peu connard, parce qu'il a rencontré Bouddha et il s'est rendu compte que aider les humains, c'était pas la bonne chose, il fallait aider les humains, mais pas non plus leur tenir la main. Il fallait en faire en sorte qu'ils s'élèvent eux-mêmes, pas leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et ce qui fait qu'il est devenu un petit peu diabolique et qu'il a la haine contre Bouddha. Dans ce tome-là, on a un gros flashback, on a un bon tiers du tome sur le flashback de Bouddha, qui est très drôle parce qu'on a une sorte de Bouddha un peu rebelle, un petit peu... Je vais sortir des grands mots un peu furieux, hein, dans le sens où vraiment il s'en bat les couilles. C'est marrant, c'est qu'il y a quelques temps, enfin, pour ma vidéo sur Bouddha, j'ai relu Bouddha de Osamu Tezuka, donc ça fait un peu moins d'un an, et j'ai encore un peu l'histoire en tête, et c'est vrai que là, de voir ce Bouddha un peu plus baraque, un peu plus stokos, un peu plus je m'en bats les couilles, je fais des fuck à tout le monde, ça m'a fait bizarre de le voir avec ce Bouddha très gentil de Tezuka, qui était beaucoup plus gentil, terre à terre, etc. Vraiment très très cool. Alors même le combat entre Zerofuku et Bouddha est très très cool, parce que les deux ont des armes qui se ressemblent. On a Zerofuku qui peut créer des armes, alors je pense qu'ils font écho à ces 7 formes des dieux du bonheur japonais, donc il a des armes qui changent en fonction de ses humeurs, et Bouddha c'est pareil, il a son bâton qui peut prendre 6 formes différentes en fonction des 6... Alors c'est les 6 enfers de la métempsychose, qui était l'attaque ultime de Shaka dans la Senseiya, et qui était une technique utilisée Mukuro Fukuro dans Reborn, où il avait son œil et il pouvait changer le chiffre de son œil et ça donnait un pouvoir différent, donc en fonction des enfers, donc le paradis, l'enfer des hommes, des démons, de la faim, des animaux et de je sais plus quoi, enfin il y avait 6 enfers différents. De toute façon c'est l'attaque spéciale de Shaka dans l'attaque ultime dans Senseiya, et comme je dis, Mukuro Fukuro dans Reborn, donc ça m'a fait marrer le voir, encore une fois, cette utilisation de la mythologie, de la religion bouddhiste, où donc son arme change en fonction de ses besoins. Et le final de ce tome-là est vraiment très très cool et intriguant, avec l'apparition de Mara, donc une divinité, alors je sais plus si c'est une divinité de quoi exactement, si c'est chrétienne ou autre chose, et qui est une créature dans un jeu que j'aime beaucoup, SMT5, enfin SMT et Shin Megami Tensei, alors j'ai fait que le 5, et j'ai fait que les Persona 4 et 5, qui sont en dérivés, et Mara, c'est un pénis. Donc là, j'appréhende pas mal le tome 13. J'ai hâte de voir comment ce Mara-là va se battre. En tout cas, Valkyrie Apocalypse, toujours aussi bien. Et maintenant, on parle du 22e et dernier tome de Beastards. Donc ça y est, la série de Paru Itagaki se termine après 4-5 ans de publication, qui ont vraiment été super bien. Beastards, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Je suis un peu triste quand même de la quitter, malgré que je suis pas forcément hyper satisfait à 100% de la fin. Il y a 2-3 petits défauts, mais bon, je pense que c'est logique par rapport à ce que voulait raconter l'autrice, et je pense qu'en relisant, je changerai un peu d'avis, même s'il y a 2-3 trucs où je vais en parler un petit peu après. Bon, il reste encore les Beast Complexes qui devraient sortir dans pas longtemps, parce qu'il reste 2 tomes à sortir, et j'espère qu'on aura les autres séries que l'auteur est en train de faire. Il y a une histoire avec une fille qui s'est du nez, je crois qu'elle est terminée, et un autre truc avec un... Alors j'ai vu juste une image couleur où t'as une fille, t'as un vieux barbu, t'as une fille, et derrière il y a un tableau, je sais pas c'est quoi le nom de l'œuvre, mais en tout cas, il y a au moins 2 séries de l'auteur, enfin de l'autrice, qui sont pas encore sorties en France, donc j'espère que Kiyun va continuer à garder cette autrice et sortir ses autres œuvres. Hein. Ils ont fait Beast Complex, donc j'espère qu'ils continueront à travailler avec elle. Donc c'est la fin de l'arc Melon et en règle générale de Beastards. Donc on avait à la fin du tome précédent, on avait le père qui arrivait, et on découvrait un petit peu lui, qu'est-ce qui s'est passé de son côté, et en fait il a dit moi j'étais juste pas prêt à sortir avec une carnivore. Et donc je dis, en fait c'est là où je suis un peu surprise, c'est de dire, c'est ça la raison. Genre, alors on nous a dit, ouais, elle a bouffé son mari, qui aurait pu être une raison suffisante, et là on dit, ouais, en fait, son mari s'est barré, alors je sais même plus si Melon était au courant de ça, et en fait, tu dis, c'est un peu à cause de ça que Melon est devenu si fou, son père s'est barré, il est parti chercher les clopes et il est jamais revenu. Enfin, si c'est ça la raison du pourquoi de Melon est méchant, c'est là où je suis un petit peu
pas ouf. Voilà, je me dis: «Ah, c'est tout ça, pour un mec qui est parti chercher des clopes?» Voilà, moi je trouve pas ça foufou. Après la conclusion, on découvre un petit peu ce que sont devenus, tous les élèves et cetera, c'est cool. Petite pensée un peu déçue, c'est là où ma seule déception, c'est, pour Louis et Juno qui finissent pas ensemble et c'est un peu triste pour Louis qui va finir dans un mariage arrangé, en fait. Il va faire un mariage arrangé avec une autre sœur. Il va vivre une histoire d'amour qui est pas vraiment une histoire d'amour, alors qu'il aurait pu sortir avec, Juno. J'aurais bien aimé pour elle parce que c'est triste et alors surtout là, le chapitre où elle dit: «Je t'embrasse, maintenant tu pourras jamais retrouver ce baiser avec des canines. Allez, c'est la malédiction de la louve» et elle se barre et j'ai fait: «Oh la méchante! Oh la méchante!» Et c'est triste. Pour Louis, je suis vraiment triste parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et me dire que tout ce qu'il a vécu, finalement, il aura même pas le plaisir d'avoir une relation comme il aurait voulu l'avoir avec une louve. Un peu triste, mais pareil, même pour Legoshi et Haru, j'aurais bien aimé avoir un 10 ans plus tard, voir que leur, relation, a tenu, ils ont pu avoir des enfants et cetera. Bon après, c'est peut-être, pour nous, simples spectateurs et lecteurs de s'imaginer leur futur, mais j'aurais bien aimé qu'on nous dise: «Oui, c'est sûr et certain, 20 ans plus tard, ils seront toujours ensemble, ils vont pas finir comme, Melon». Même si bon, li ça se voit qu'avec Melon et enfin, par rapport à ce qu'a montré l'auteur avec, enfin l'autrice avec, Melon et son père et sa mère, qu'eux, ils vont bien finir, mais j'aurais juste aimé le voir, quoi. C'est juste, mon petit reproche. Kengan Ashura, tome 22. Donc on a repris, le tournoi Kengan qui a été un petit peu en pause, pendant le tome 21, donc c'était la grande guerre entre, Toyo Electric et tout le reste du tournoi Kengan. Il s'est fait poutrer la gueule. Heu, Vraiment très, très cool. Donc on a le combat entre Imai Cosmos et Tokita Oma, où je pensais vraiment que Imai Cosmos allait déclarer forfait, mais quelqu'un d'autre et finalement, non, les 2 ils sont en fauteuil roulant, ils ont les jambes brisées, les os brisés, ils sont morts de chez morts et ils vont quand même se battre. Heu c'est horrible, les 2 ils sont paraplégiques, ils sont en train de se taper dessus, ils donnent à fond, ils ont les os brisés, limite tu entends des crac, crac, crac quand ils bougent. Vraiment très, très cool, alors c'est enfin, alors j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Il y a le clan Coulé qui a accepté Oma comme fiancée de la petite fille du grand chef. À à voir ce que ça va donner comme enfant parce que purée, j'aimerais pas voir l'enfant d'Oma avec ça, hein, parce que ça va devenir un Stromon, ça va surtout qu'en plus je sais qu'il y a une suite, Kengan Omega, donc à voir si on verra l'enfant de Doma là-dedans. Pareil, alors, tant que j'y suis à parler de la suite, il y a au début du tome, on nous mentionne, un personnage, on nous dit: «Ouais, il dit un truc», il y a un petit astérix, on nous dit: «À voir dans le tome 0 de Kengan Ashura». J'espère que Meian, va sortir le tome 0. En tout cas, moi, j'ai vu mes abonnements, je paye le tome 26 ou 27 et juste un seul tome et il y a pas de tome 0 avec, donc j'espère qu'ils vont le sortir, je croise fortement les doigts. En tout cas, bon, même s'ils le sortent pas, bon, ça ferait un petit peu chier. Bon, sauf s'ils le sortent avec, Kengan, Omega. Voilà, en tout cas, moi, je suis content. Voilà, le tome est vraiment cool et pareil, alors j'ai un doute s'ils en parlent, mais je crois qu'on nous mentionne, le grand rival de Oma. Donc est-ce que il va pas revenir? Parce que clairement, moi, finir la série sans ce combat entre, je sais plus comment il s'appelle, le mec aux cheveux longs, Kiryu face à Oma, je serais un peu dégoûté. Donc j'ai l'impression, je me souviens qu'ils en parlent un petit peu dans ce tome-là, mais j'ai un doute en fait, parce que je l'ai lu il y a une semaine et demie, donc je sais plus tout exactement ce que j'ai lu dans ce tome-là, mais en tout cas, le combat entre Imai Cosmos et Oma est cool. Le moment où ils sont en mode Toromachi, enfin non, c'est pas de la Toromachi, c'est comment il s'appelle là, non, c'est pas de la corrida. C'est le truc chez les ricains là où ils sont sur un taureau, ils doivent tenir le plus longtemps possible, c'est débile, c'est ridicule, mais c'est génial. Non, Kengan Ashura, c'est toujours aussi bien, c'est de la bonne. Je kiffe. Il reste plus que 5 tomes, mais je kiffe. On parle maintenant du tome 9 de Gannibal. Toujours aussi bien Gannibal, j'ai rien à dire, franchement, c'est toujours aussi bien. Il reste plus que 4-5 tomes, et je crois qu'il y a 13 tomes au Japon, donc ouais, c'est 4 tomes. Putain, la descente progressive en enfer de tous les personnages, là, déjà, depuis l'intervention des flics, ça pouvait que mal se finir, et tout doucement, mais s'il y a du chant, de la chic et du molar, quoi. Là, en plus, on nous raconte un petit peu l'origine de cet individu, en fait, ce grand barbu, on commence enfin à avoir des révélations sur qui il est, à voir où vont aller les auteurs, enfin l'auteur, ouais, l'auteur sur il y a un seul auteur, sur la suite de la série. En tout cas, Gannibal, c'est toujours aussi bien, il reste plus que 4 tomes, mais ça va être 4 tomes que j'attends avec impatience, parce que là, enfin chaque tome se finit d'une manière où tu dis merde, je veux vivement la suite, c'est trop bien, et là, la fin de ce tome est génialissime, surtout la relation entre Daigo et sa famille, comment elle va évoluer après ça. Ça en plus, ça me rappelle son histoire avec son flashback avec sa fille et le pédophile. Comment sa fille va voir son père après ça? Waouh! Je suis curieux parce que, ouais, au moment où Daigo il tire,
le monsieur il était pas il avait pas l'air dangereux envers sa fille. Et pas pour l'instant en tout cas. Donc hyper curieux de voir la suite autour de ce personnage-là en fait, cette entité qui est vraiment qui absorbe tout le monde en fait. Il est vraiment impressionnant à chaque fois qu'il apparaît. Tu te chies dans ton froc parce que il a une aura oppressante, effrayante, côté bestial, inhumain, cannibale. C'est génial. On parle maintenant de Grand Blue, le tome 9. Alors, j'ai aussi le tome 10, mais je vais en parler dans quelques temps parce que, en fait, Meian sort 2 tomes tous les 4 mois. Et j'ai pas envie de lire les 2 tomes d'un coup et attendre 4 mois pour la suite. Donc je lirai le tome 10 dans 2 mois, comme ça, au moins le tome 11 ou le tome 11 et 12, j'aurai que 2 mois à attendre. Je préfère avoir ce rythme-là et en parler quand j'en aurai envie. Donc dans ce tome-là, c'est la réapparition du personnage de Sakurako qui est apparu il y a un tome ou deux déjà, c'était pendant le festival sur l'université de Asusa et de pot de peinture Eina, où il y a le délire où elle était tombée amoureuse de Kohai et qu'après elle a découvert que c'était un otaku et Yori l'avait un petit peu remballé, c'était vraiment un passage super cool. Donc là, Yori devient employé dans un petit resto et son senpai pour ce restaurant, sa supérieure, c'est Sakurako. Donc ça va très mal se finir pour lui parce qu'elle va lui pourrir la vie. Sauf qu'en plus de ça, il y a un nouveau personnage qui apparaît, alors j'ai oublié son nom, excusez-moi. Il n'est pas mentionné. C'est un petit jeune qui est au lycée, qui est en plus... qui en pince pour Yori, et sauf que Sakurako en pince pour ce garçon-là. Et donc a fait tout pour essayer d'attirer ses faveurs, et elle n'y arrive pas, et c'est génial. Je trouve que cette dynamique, et en plus tout le monde qui pense que Sakurako est à fond sur Yori, et qu'il y en a certains qui se rendent compte que le garçon est à fond sur Yori, c'est génial. Pareil, on retire la couverture, t'as 2 personnages qui sont en mode « Ah, c'est horrible !» Je trouve ça génial. Vraiment très très cool. Grand Blue, là ce tome là est vraiment centré sur ces 2 nouveaux personnages, mais ça m'a fait pleurer de rire. Le petit garçon, le petit lycéen qui est à fond et qu'on lui dit c'est quoi ton type, le type de personne que t'aimes bien, il fait les gens qui boivent beaucoup, qui mangent beaucoup, qui font de la guitare. Tout le monde regarde Yori, il fait oh putain c'est Yori, l'amoureux de Yori, quand il devait demander à comment elle s'appelle, pas Asusa, Shiza. Est-ce que je peux sortir avec Yori? J'ai trouvé ça génial. Ah non, franchement, là, j'ai hâte de lire la suite. Surtout si elle va devenir un personnage régulier. Ce nouveau personnage-là, dont j'ai encore oublié le nom, excusez-moi. Sakurako. Franchement, génial. Grand Blue, ce tome-là, il m'a fait mourir de rire. Maintenant, on parle de comics avec le 6e tome et avant-dernier de Sandman. Je vais bientôt avoir fini la série Sandman, alors que la série télé n'est toujours pas sortie. Donc ça, c'est l'avant-dernier tome, et c'est l'avant-dernière histoire principale, grosse event, grosse arc narratif de Sandman, qui est vraiment limite un début de conclusion, parce que tous les trucs qui ont été évoqués dans les tomes 1, 2, 3, 4, 5, genre Lucifer qui quitte les enfers, le Corinthien, le gros monsieur vert qui était un rêve, les dieux, les différentes divinités, notamment les nordiques avec Loki, tout ça, même la fille qui a eu un enfant avec les rêves, etc., qui a eu son fils Damien, je sais plus comment il s'appelle, tout ça, ça se cristallise dans ce tome-là, c'est vraiment le recoupement de toutes les petites histoires annexes qui fusionnent ici, et le Sandman, le roi des songes, même son fils Morphée, son frère Destruction, tout ça c'est évoqué là-dedans, le délire, tout ça là-dedans est évoqué dans ce tome-là. Ça donne une grosse... quasiment on ferme toutes les portes, toutes les arcs narratifs, etc. se terminent là-dedans. Donc j'ai hâte de lire le 7e tome que j'ai reçu il n'y a pas longtemps en plus, le lire et donc terminer la saga Sandman, même si Sandman n'est pas vraiment terminé parce qu'il y a encore l'ouverture, donc le préquel qui se passe avant Sandman. Il y a la suite Sandman The Dreaming qui est sorti il y a quelques années, qui est disponible en France chez nous, chez Urban. Il y a le spin-off sur sa sœur La Mort, donc j'ai encore facile 4-5 tomes à lire de l'univers Sandman. En tout cas, celui-ci est vraiment super cool et en plus, alors il fait 13 numéros l'arc, hein. C'est le plus gros arc, même c'est marqué hein, à la fin, c'est le plus gros arc de Sandman, il fait 13 numéros, ça a duré 1 an. Je sais pas comment les fans à l'époque ont pu tenir, parce que tu lis un truc et t'as la conclusion que 1 an plus tard, c'est quand même long pour un comics, pour un run, mais en tout cas Sandman, vraiment toujours aussi bien. Alors, seul bémol, je suis pas du tout fan du dessin de ce tome-là. Je sais pas quel auteur il a pris, enfin quel dessinateur il a pris, pourquoi il l'a pris, mais j'ai vraiment eu du mal avec le dessin du tome 6. Le parti pris artistique, j'ai vraiment pas accroché du tout. Maintenant, on va parler de bande dessinée, et tout d'abord, Le Petit Astronaute aux éditions La Pastèque, donc c'est une maison d'édition canadienne. J'ai acheté le bouquin pendant le Festival du Livre de Paris qui s'est tenu au mois d'avril,
et j'ai croisé une connaissance qui était l'éditeur de Isan Manga fut un temps, il y a encore 2-3 ans, et qui travaille pour les Canadiens maintenant, et qui m'avait conseillé donc cet album. Donc petit coucou à lui s'il regarde cette vidéo. Et par où commencer, parce que le petit astronaute, c'est un album de 150 pages, donc canadien, et c'est dur. C'est dur à lire parce que, en fait, on va suivre l'histoire d'une fille qui retourne dans son quartier quand elle était enfant, et en fait, elle se remémore sa jeunesse, et elle parle de son frère qui est astronaute. Et en fait, son frère était un enfant qui est né avec une DMC, alors je crois que c'est marqué, ouais, c'est ça, DMC, c'est marqué, et donc en fait, c'est une maladie neurologique, elle était handicapée moteur, psychomoteur, donc il avait du mal à les problèmes d'apprentissage, il n'arrivait pas à se tenir debout, et ça pique. Genre, il y a des passages où t'es pas loin d'avoir la main à l'œil quand ils découvrent que leur enfant, enfin, que les parents de l'héroïne découvrent que son petit frère est handicapé, et qu'il y a la police qui vient, et que, genre, la mère a pété un câble, en fait, et dit, mais attends, c'est juste une ceinture pas attachée, tu vas pas me casser les couilles, mon fils, il est handicapé, quoi. Genre, il y a tout ce moment, leur monde qui s'effondre, les passages où les gens disent, bah tiens, il est bizarre votre fils, et il fait, bah ouais, il est handicapé. Et d'un coup, t'as les gens qui rigolaient, ils font la gueule. Le passage où le père, il va à la banque et qu'il y a un connard qui s'est garé sur la place handicapée et qui remet un petit peu à sa place. Il y a des moments qui sont un petit peu drôles, mais c'est pour dédramatiser le fait que le manga, il pique. Les dernières pages, avec les SMS, ça pique les yeux. Moi, j'avais des larmes à l'œil parce que c'est vraiment super fort, toute l'histoire de son petit frère, alors qui est pas autobiographique, mais qui est inspiré d'enfants qui ont vraiment existé, etc. Enfin, c'est marqué à la fin, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est 150 pages de pur plaisir. Alors, il y a juste un truc qui me fait un petit peu marrer, c'est que comme la BD est canadienne, il y a beaucoup d'expressions canadiennes. Genre, on nous parle aussi de calice, etc. Il y a vraiment des expressions purement canadiennes, et ce qui fait que c'est des moments qui sont peut-être un peu sérieux. Bah, vu qu'il parle avec c'est écrit en canadien, ça me fait rire. Voilà, c'est tout, mais en tout cas, Le Petit Astronaute, c'est vraiment une très très bonne BD que je vous conseille. Mais en tout cas, préparez-vous, parce que si vous avez chialé pour July in April, pour Iceland Voice, vous allez chialer, parce que celui-là aussi, il fait pleurer. Le Chat du Rabbin, le tome 10, donc avant-dernier tome du Chat du Rabbin, qui est sympathique. C'est pas mon album préféré, mais sympathique parce qu'en fait, c'est une succession de petites histoires autour d'un seul thème. En fait, il parle du fait, alors c'est le mari de Zlabia qui veut partir à Jérusalem parce qu'il en a marre des racistes en Algérie. Et donc, il y a plein de personnages qui racontent, il fait, bah nous aussi on est allé en Algérie, t'as le rabbin du rabbin, t'as le rabbin, etc. Et on te raconte, on a un petit peu cette succession d'histoires sur différentes époques, parce que forcément, le rabbin du rabbin, quand il est allé en Algérie, c'est en 1870, Zlabia, c'était quand il était plus jeune, etc., etc. C'est vraiment un super album, avec en plus, à la fin, on nous montre le futur, quand Zlabia est grand-mère, etc., et que le chat est toujours là, ce qui fait que le chat, il a 90 ans, c'est n'importe quoi. Vraiment un bon album, qui est sympathique. C'est pas mon album préféré, mais j'ai bien aimé cette histoire, surtout la fin. Parce que au début, la couverture, je la comprenais pas. Je comprenais pas c'était qui cette grosse dame, et quand j'ai compris que c'était Zlabia et son petit-fils, ça m'a fait mourir de rire. Mais vraiment, bah, il me reste plus qu'un tome de Chat du Rabbin, et je serai à jour. En tout cas, Chat du Rabbin, c'est toujours une très bonne BD que j'apprécie. Chaque album est vraiment très très bien. Même si, comme j'ai dit, le 10 c'est pas mon préféré, mais ça reste pas c'est pas un mauvais album pour autant. Et on finit comme d'hab avec Astérix, le cadeau de César. Alors on arrive quasiment au dernier album qu'a écrit Goscinny. Donc je me tâte encore à continuer les premiers albums qu'a fait Uderzo, parce que je sais qu'ils sont encore bien. Mais je pense que jusqu'à je sais plus comment il s'appelle, c'est l'Odyssée d'Astérix, je crois. Ou je sais plus, c'est la galère d'Obélix. Où Obélix il devient petit, il se transforme en pierre, etc. Je crois que là déjà l'auteur il était un peu en roue libre, donc là je me tâte à continuer la suite. Donc l'album Le Cadeau de César, c'est l'histoire d'un légionnaire romain à qui on refile un papier en disant, enfin une tablette en disant, t'es le propriétaire d'un village gaulois en Armorique, donc le village d'Astérix. Sauf que bah le village il n'est pas à César, et le légionnaire il l'échange pour picoler un aubergiste qui part, qui quitte Lutèce pour aller en Armorique, sauf qu'on lui dit bah le village il n'est pas à toi parce qu'il n'est même pas à César. Et donc voilà, c'est toute cette cohabitation entre un Parisien qui décide de s'installer avec ses grands chevaux à la campagne, hein, c'est limite c'est ça, qui fait un peu redondant avec le domaine des dieux, finalement, au début, parce que c'est le côté, on vient s'installer près du village, mais alors après, il y a ce côté cohabitation, un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis, où bah, au début, ils sont un peu en mode, mais c'est des pécores, ils comprennent rien, et au fur et à mesure, bah, ils s'acceptent, ils s'aiment bien, etc. J'ai bien aimé
Il y a beaucoup de références à la pop culture d'aujourd'hui, un peu plus qu'avant. Notamment quand il y a Astérix qui fait un Z et que Zaza fait «Oh, ah, il a écrit un Z comme Zaza, c'est trop bien». Quand Astérix il affronte un légionnaire et qui dit «Ouais, t'as un gros nez», il dit «Oh, franchement, vous êtes mauvais, t'aurais pu dire que j'avais un pic, j'avais un menhir, que dis-je, un dolmen», qui fait référence à Cyrano de Bergerac. Ce qui est marrant, c'est que en plus Cyrano de Bergerac a été interprété par Gérard Depardieu, qui interprète Obélix dans les films, dans quasiment tous les films, sauf le prochain qui va sortir avec je sais plus c'est qui, Guillaume Casset, je sais plus, Canet, Guillaume Canet, je crois qu'il fait ça, qui va jouer avec son pote, je sais plus comment il s'appelle, qui vont jouer Astérix Obélix, ça va être un peu bizarre. Mais voilà, le tome est sympathique, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu redondant avec le domaine des dieux, qui était aussi un petit peu pareil, ce côté les Romains décident de s'installer près du village, et le village va devoir un peu cohabiter avec ça, même si la finalité est différente. Je trouve que dans le fond, il y a un message un petit peu récurrent, qui est un petit peu identique, mais ça n'empêche pas que c'est un bon album. Là, le prochain, c'est quoi déjà? C'est La Grande Traversée. J'ai regardé, je crois que c'est celui avec les Indiens. Donc là, je suis hyper curieux de voir ça. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, je me répète, il y a un lien vers tous mes réseaux, TikTok, Twitter, Discord, Instagram. Et maintenant, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!